La jungle de Fukio, en 1967, ressemblait à une cathédrale d'arbres tecs millénaires, imprégnée d'une humidité oppressante où les rayons du soleil peinaient à percer le tapis verdoyant. À travers cette ombre émeraude, une compagnie d'infanterie américaine avançait avec la cadence lourde et mécanique d'une usine moderne. Pour les jeunes soldats de la 9e division d'infanterie, la survie se mesurait à l'épaisseur de leur équipement. Ils progressaient sous le poids du casque M1, un aume d'acier de près d'1 kilo, symbole iconique de la puissance américaine. Pour eux, ce casque était un bouclier contre les éclats de mortier et les balles errantes qui sifflaient dans la canopée. Pourtant, la jungle imposait ses propres lois, favorisant les discrets. Tandis que les Américains traversaient un fourré de bambou, le bruit de leur avancée résonnait comme un orchestre de percussions. Les bords métalliques de leurs casques heurtaient les branches basses avec un cliquetis aigu qui portait sur des centaines de mètres. Les sangles de menton, souvent détachées ou relâchées sur l'arrière, tintaient contre l'acier. Même leur respiration s'amplifiait, piégée dans la cavité résonnante du casque. Aux yeux d'un observateur, ils n'étaient pas seulement des soldats, mais des colosses bruyants errant dans une maison de verre. Dissimulés à moins de 50 mètres, dans un enchevêtrement de lianes. « Attends une minute !» Une patrouille de 4 hommes du régiment spécial Air Service australien, SASR, observait la scène avec un mélange d'incrédulité et de compassion silencieuse. Les Australiens se distinguaient radicalement, pas de silhouette d'acier chez eux. Leurs têtes étaient couvertes de chapeaux de brousse en toile olive drabe, aux bords courts, ou de simples bandes de tissu vert déchirées. Ils avaient sacrifié le poids et la protection pour un atout bien plus précieux dans la profondeur de la forêt, la capacité d'entendre. Le sergent McNeil, commandant de la patrouille SASR, fit signe à ses hommes de rester immobiles. Il vit le chef de file américain passer, le regard fixé devant, ses oreilles complètement enveloppées par la lourde coque d'acier de son M1. Ce soldat était sourd à la forêt. Il ne percevait pas le léger changement dans le chant des cigales indiquant une présence humaine, ni le froissement discret de l'équipe de McNeil se déplaçant à quelques pas. Le casque censé sauver la vie de l'Américain l'isolait de l'environnement qu'il tentait de maîtriser. « Ils sont trop bruyants », pensa McNeil, ses propres oreilles libres captant le clic lointain d'une arme Viet-Cong se préparant dans une ligne de bunkers vers laquelle les Américains se dirigeaient tout droit. Ils comptent sur leur armure pour faire le travail que leur sens devrait accomplir. Pour le SAS, la jungle n'était pas un terrain à affronter avec de l'acier et du kevlar. C'était un milieu sensoriel. En renonçant à leur casque, les Australiens avaient choisi. Ils préféraient entendre l'ennemi approcher plutôt que d'avoir un morceau de métal pour les protéger une fois repérés. Tandis que le dernier soldat américain s'enfonçait dans les buissons, l'équipe SAS se fondit dans les ombres, se déplaçant comme des spectres dans une demeure où les maîtres avaient oublié comment écouter. Pour l'état-major militaire américain, le casque M1 était plus qu'un équipement protecteur, c'était un ancrage psychologique. Depuis les tranchées de la Première Guerre mondiale, ce pot d'acier symbolisait la force industrielle et l'engagement des États-Unis à préserver la vie de ses fils. Sur les bases des hautes terres centrales ou dans les rues de Hue, le M1 était indispensable, capable de dévier les shrapnels à haute vitesse et d'offrir une sécurité lors des barrages d'artillerie chaotiques. Cependant, dans les profondeurs claustrophobes de la jungle de Phuoc Tuy, cette mentalité défensive créait un paradoxe dangereux. L'infanteriste américain était formé pour survivre à l'impact, tandis que le SAS australien l'était pour l'éviter complètement. Le principal défaut du casque M1 en brousse était son impact dévastateur sur la conscience situationnelle. La lourde coque d'acier agissait comme une chambre acoustique. Une fois portée, les bruits des propres mouvements du soldat, le frottement d'une sangle de sac, le craquement d'une feuille sèche, même le battement de son cœur, étaient amplifiés et renvoyés dans ses oreilles. Parallèlement, le bord évasé du casque bloquait les signaux directionnels subtils nécessaires pour localiser une menace. Dans la jungle, où la visibilité se limitait souvent à 5 ou 10 mètres, le son était le seul système d'alerte précoce.
En portant le M1, les Américains chassaient s'il-dedans l'obscurité avec des bouchons d'oreilles. « Si tu n'entends pas le vent changer, tu n'entends pas l'embuscade », murmura le sergent McNeil lors d'une brève pause, tandis qu'il suivait le flanc de la compagnie américaine. Le poids du casque, près de 1,5 kg quand mouillé et couvert de boue, influençait aussi la posture du soldat. Après des heures de marche dans l'épais sous-bois, les muscles du cou des GI fatiguaient inévitablement, leur tête s'inclinait, leur regard tombant sur les bottes de l'homme devant. Le casque M1 n'alourdissait pas seulement la tête, il rétrécissait le monde, forçant le porteur à un état d'esprit tourné vers le bas, insulaire. Il se concentrait sur l'effort de la marche plutôt que sur l'observation prédatrice de l'environnement. Le SAS australien considérait cela comme un suicide tactique. Leur mentalité de prédateur exigeait que chaque sens soit réglé à la fréquence maximale. En optant pour le chapeau souple ou une simple bande de tête, les opérateurs SAS maintenaient un champ auditif à 360 degrés. Ils pouvaient détecter le déclic d'un cran de sûreté ou le silence inhabituel des oiseaux bien avant que l'ennemi n'apparaisse dans leur ligne de mire. Leur cou restait souple, leur tête pivotant en un balayage fluide constant de la canopée et des ombres. Pour le SAS, la protection résidait dans l'information, pas dans le métal. Il croyait que la meilleure armure était les 3 secondes d'avertissement offertes par une oreille aiguisée, assez pour se mettre en position de tir ou se fondre dans les fougères. Les Américains étaient prêts pour le moment où on leur tirait dessus. Les Australiens s'assuraient que ce moment n'arrive jamais. Cette différence philosophique fondamentale allait bientôt être mise à l'épreuve, alors que le sentier se rétrécissait en une zone de tuerie classique Viet Cong. Tandis que la patrouille SAS s'enfonçait dans la zone D de la jungle, le passage du chemin américain à leur territoire se marqua par un changement abrupt et total de volume. L'équipe du sergent McNeil ne marchait pas, elle coulait. Chaque homme était une incarnation d'immersion sensorielle. Sans le bord évasé d'un casque d'acier pour obstruer leur vision périphérique ou les lourdes sangles pour irriter leur peau, ils étaient libres de se fondre dans le feuillage. Le chapeau Gigi, un chapeau de brousse en toile souple, était l'outil le plus fiable de l'opérateur SAS. Contrairement au M1, qui trônait haut et rigide, créant une forme de dôme artificiel que l'œil humain détectait facilement, le chapeau souple brisait la silhouette de la tête. Son bord flasque se pliait et s'affaissait, se mélangeant aux motifs irréguliers des fougères et des ombres. Dans un monde de lumière filtrée et de textures chaotiques, le couvre-chef SAS était un chef-d'œuvre de camouflage passif. « Oreille ouverte, yeux en mouvement !» signala McNeil d'une subtile rotation du poignet. L'avantage tactique devint irréfutable quand la patrouille atteignit un point d'étranglement. Un couloir étroit d'arbres acajou anciens où l'air semblait anormalement immobile. Dans un casque M1, l'audition d'un soldat serait dominée par l'effet tunnel, l'écho interne de sa propre respiration lourde. Mais McNeil, portant seulement une bande de tissu vert déchiré, inclina la tête. Il ne se contentait pas d'entendre la jungle, il en ressentait les vibrations. À 100 mètres sur leur gauche, les cigales avaient cessé leur bourdonnement rythmé. Pour un soldat casqué, ce petit décalage acoustique se serait perdu dans la résonance métallique de son équipement. Pour McNeil, c'était une alarme. Il se figea, sa tête pivotant en un arc lent et souple, possible seulement sans le poids d'1,5 kg d'acier. Parce qu'il ne luttait pas contre ce fardeau, ses muscles du cou étaient détendus, permettant à ses yeux de balayer la canopée supérieure et la base des arbres avec une précision fluide. Il le repéra. La ligne géométrique ténue d'un trépied de bambou caché derrière un rideau de mousse. C'était un poste d'écoute Viet Cong. L'équipe SAS s'enfonça dans le sous-bois comme de l'eau dans du sable. Sans casque, ils n'avaient pas à craindre le choc d'acier contre un tronc en se couvrant. Ils pouvaient plaquer leur tête contre la terre, oreille en contact direct avec le sol, pour écouter les pas d'un ennemi approchant. Cette cartographie au sol était une technique perfectionnée par les Australiens, physiquement impossible avec le M1 évasé. Les Australiens priorisaient la conscience situationnelle sur l'armure physique.
Ils opéraient selon la mathématique impitoyable de la jungle. Un casque pourrait vous sauver d'un éclat de shrapnel une fois l'embuscade déclenchée, mais un chapeau souple et une oreille fine vous permettraient de repérer l'embuscade avant le premier tir. En abandonnant l'acier, ils avaient échangé un faux sentiment de sécurité contre l'avantage tactique suprême, entendre la forêt respirer. La réalité tactique de la politique sans casque se révéla de manière flagrante une heure plus tard. La compagnie américaine, malgré son courage et sa puissance de feu supérieure, avait traversé ce secteur minutes plus tôt, inconsciente de la menace dans le sous-canopé. Leurs casques M1 avaient agi comme des générateurs de bruit blanc. Le frottement des doublures internes contre leurs tempes et la résonance étouffée de l'acier avaient créé une zone morte sensorielle. Ils étaient passés juste à côté d'une escouade de forces régionales Viet Cong, sans que ni l'un ni l'autre ne réalisent la proximité d'une collision sanglante. La patrouille SAS, cependant, était accordée à une fréquence différente. Le sergent McNeil arrêta l'équipe. Il n'avait pas besoin de voir l'ennemi, il pouvait entendre la texture de la forêt changer. Sans l'interférence acoustique d'un pot d'acier, les opérateurs SAS pouvaient pratiquer une technique qu'ils appelaient triangulation sonore. En inclinant légèrement la tête, ils utilisaient leurs oreilles libres pour localiser des bruits invisibles aux Américains. « Mouvement à 2 heures », signala McNeil, sa main bougeant à peine. Il avait capté un son impossible à percevoir à travers un casque, le froissement rythmé d'une sandale en caoutchouc NVA traînant sur l'herbe humide, et le choc sourd d'une crosse d'AK-47 contre une hanche. C'étaient des sons doux, de basse fréquence, que le bord évasé du M1 aurait déviés ou masqués. Pour les Australiens, ces bruits étaient aussi forts qu'un cri. L'escouade WC se déplaçait parallèlement au sentier américain, se préparant à refermer le piège et à tendre une embuscade à l'arrière-garde US. Ils étaient confiants, persuadés que les géants bruyants étaient les seuls dans les environs. Ils n'avaient pas compté sur les 4 hommes mousses qui avaient abandonné leur armure pour se fondre dans le vent. Sans l'encombrement du poids du pot d'acier, l'équipe SAS exécuta une embuscade hâtive avec une efficacité terrifiante. Dans un casque M1, se jeter à plat ventre entraînait souvent un glissement du casque sur les yeux, aveuglant le soldat au moment le plus critique. Le SAS, avec leur chapeau souple, toucha le sol avec les yeux déjà fixés sur leur viseur. Leur tête restait stable, leur vision périphérique large et claire. McNeil observa un éclaireur WC émerger d'un fourré de fougères. Le soldat ennemi était détendu, ses oreilles aussi découvertes, à l'écoute du cliquetis bruyant des Américains au loin. Il n'entendit jamais le SAS. Il ne vit jamais les 4 canons pointés sur lui depuis les ombres. Les Australiens restèrent parfaitement immobiles. Ils ne tirèrent pas. Leur mission était la reconnaissance, pas le combat, et leur capacité d'entendre leur offrait le luxe du choix. Ils écoutèrent le reste de l'escouade WC passer, comptant leurs effectifs, identifiant leurs armes lourdes et notant leur direction, tout en restant à moins de 15 mètres de la ligne ennemie. Tandis que les WC s'éloignaient, McNeil comprit la vérité sinistre. Une unité américaine casquée dans cette position aurait probablement été repérée ou forcée à un engagement paniqué, car elle n'aurait su la présence de l'ennemi qu'une fois sur lui. En renonçant à leur casque, le SAS avait gagné l'avantage suprême du chasseur. Il connaissait la position, la force et les intentions de l'ennemi, tandis que celui-ci croyait encore la forêt vide. Le pot d'acier était une promesse de protection pour le corps, mais le chapeau souple était une garantie de domination pour l'esprit. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, la chaleur tropicale s'intensifiait, transformant la jungle en une étuve pressurisée. Dans ces conditions, le coût physique de l'équipement devenait une question de vie ou de mort tactique. Les infanteristes américains, des kilomètres devant, commençaient à payer le tribut du poids du casque M1. Bien que 1,5 kg d'acier puisse sembler gérable en camp d'entraînement,
Après 6 heures à naviguer un paysage vertical de racines et de ravins sous 38 degrés, ce poids ressemblait à une enclume de plomb attachée au crâne. Pour les GI, le casque M1 n'était plus un bouclier, il était devenu une source d'épuisement physique profond. Pour supporter le poids déséquilibré du pot d'acier, les muscles du cou et des épaules devaient rester en tension isométrique constante. À mesure que la fatigue s'installait, la posture des soldats s'effondrait inévitablement. Leur menton tombait vers la poitrine, et leur champ de vision se rétrécissait à un petit cercle de terre autour de leurs pieds. Ils ne balayaient plus les arbres à la recherche de tireurs embusqués, ils luttaient simplement pour garder la tête haute. « Regardez leurs traces !» signala le caporal Miller, l'éclaireur SAS, alors qu'il traversait une zone de boue molle. Il pointa les empreintes profondes et lourdes des talons américains. Les GI piétinaient, signe d'épuisement total. Quand un soldat est exténué par le poids sur sa tête, son temps de réaction triple. Ses mouvements deviennent maladroits et sa capacité à distinguer un fil de détente d'une liane s'évapore. Le casque, conçu pour protéger le soldat en combat, accélérait en réalité le moment où il serait trop fatigué pour se battre efficacement. En contraste frappant, la patrouille SAS se déplaçait avec une agilité fluide et verticale. En sacrifiant la protection du M1, ils avaient gagné un niveau d'endurance leur permettant de maintenir une observation prédatrice pendant 12 heures d'affilée. Leurs chapeaux GG et bandes de tête ne pesaient que quelques grammes, même trempés de sueur. Sans le fardeau du pot d'acier, leur cou restait souple, permettant à leur tête de pivoter à 360 degrés comme un périscope. Ils gardaient leurs yeux au niveau de l'horizon, la zone critique où se cachent les embuscades. Les Australiens opéraient selon le principe SAS, que la mobilité et la sécurité. Dans la jungle, la capacité de se jeter instantanément au sol, de rouler derrière un tronc d'acajou ou de bondir en sprint valait plus qu'1 centimètre d'acier. Un soldat casqué, déséquilibré et fatigué se déplace avec un centre de gravité haut. Il est sujet aux chutes et lent à réagir. Les opérateurs SAS, légers et équilibrés, se mouvaient avec la grâce des grands félins dont ils portaient le nom. « Plus tu portes, moins tu vois », disait souvent McNeil à ses recrues. En renonçant à leur casque, le SAS avait préservé leur ressource la plus vitale, leur énergie. Ils n'étaient pas seulement plus rapides, ils étaient plus vigilants. Tandis que les Américains combattaient le poids de leur propre équipement, les Australiens se concentraient entièrement sur l'ennemi. Dans le marathon épuisant de la guerre en jungle, le M1 était un poids de sprint porté dans une course de fond. Le SAS avait choisi de courir léger, sachant que dans un monde d'ombre, l'homme qui fatigue en premier est le premier à mourir. La rencontre eut lieu à un point de ralliement isolé près de la frontière d'une zone de tir libre. Une équipe de patrouille de reconnaissance à longue portée américaine, LRRP, les élites LRP de l'armée US, se préparait à céder un secteur aux SASR australiens. Ces Américains étaient d'une race différente de l'infanterie régulière, des hommes maigres, au regard hanté, qui avaient passé plus de temps dans les ombres vertes qu'en caserne. Pourtant, même eux étaient liés aux réglementations rigides de la Grande Armée, serrant encore leur casque M1 avant de partir. Les deux unités formaient un contraste saisissant. Les LRRP, malgré leur tenue tigrée spécialisée, restaient des guerriers casqués. Les Australiens, surgissant les buissons comme un groupe de randonneurs devenus sauvages, ne portaient que leurs chapeaux Gigi trempés de sueur et des bandes effilochées. « Vous sortez vraiment sans les peaux ?» demanda un jeune sergent LRRP, ses yeux passant des oreilles nues de McNeil à son chapeau de toile usé. « Le commandement nous punirait si on franchit le fil sans l'acier. Ils disent que c'est la différence entre un mal de tête et un sac mortuaire. » McNeil, adossé à un arbre à caoutchouc avec une décontraction née d'une confiance absolue, offrit un sourire discret et complice. « C'est une différence, en effet, mais votre commandement s'inquiète de la balle qui vous touche. Nous, on s'inquiète de la balle qui n'est jamais tirée. » Il désigna la ligne d'arbres denses d'où il venait. « Combien de fois avez-vous accroché ce bord à une liane aujourd'hui ?
Combien de fois avez-vous dû l'ajuster parce qu'il glissait sur vos yeux en cherchant un fil piège? Le sergent américain marqua une pause, une lueur de reconnaissance traversant son visage. Il porta la main aux marques rouges irritées où la lourde sangle de menton avait frotté sa mâchoire pendant 3 jours. Les LRRP étaient le meilleur de l'US, et il commençait à réaliser que la protection qu'on leur ordonnait de porter était une entrave. « On vous entend venir d'1 kilomètre, mon pote », ajouta Miller calmement, non pour se vanter, mais comme une observation professionnelle. « Pas parce que vous êtes des soldats bruyants, mais parce que ces peaux transforment chaque branche en cloche. Vous regardez le sol parce que vos coups sont épuisés. Dans notre manuel, si vous regardez en bas, vous êtes déjà mort. Vous n'avez pas encore chuté. » Le chef d'équipe LRRP observa ses propres hommes, épuisés, tendus sous le poids, leur vigilance émoussée par l'équipement censé les sauver. Il se tourna vers les Australiens, qui semblaient aussi frais et alertes qu'au début de la journée. C'était un moment de clarté tactique profonde. Les élites américaines comprirent que, tandis qu'ils étaient formés pour survivre à un combat, le SAS était formé pour dominer l'environnement. « Pourquoi vous ne les portez pas ?» demanda l'Américain une dernière fois. « Parce qu'on ne va pas au combat », répondit McNeil, ses yeux balayant l'horizon avec une clarté sans entrave. « On va chez nous, et personne ne porte un pôle acier dans son salon. » Les LRRP regardèrent en silence l'équipe SAS disparaître dans le feuillage. Ils ne piétinaient pas, ne claquaient pas. Ils cessèrent simplement d'exister. Pour les élites américaines, la leçon était claire. Dans la jungle profonde, l'armure la plus grande n'était pas faite d'acier. Elle était faite du silence qu'on gardait et des sons qu'on pouvait entendre. Le débat théorique sur les couvre-chefs devint une réalité brutale lors d'une mission d'extraction nocturne près d'une berge contrôlée par les Viet Cong. Une escouade d'infanterie US régulière tentait de rejoindre un équipage d'hélicoptères abattus, progressant à travers un couloir d'herbe à éléphants tranchantes et de lianes emmêlées. La tension était palpable, l'air chargé d'odeurs d'eau stagnante et de poudre. À moins de 100 mètres, la patrouille de McNeil avançait en parallèle, offrant un écran silencieux aux Américains. Le contraste de leurs mouvements était poignant. Le SAS, avec ses bandes de tête et chapeaux Gigi, glissait comme de la fumée à travers l'herbe acérée sans un bruit. Les Américains, eux, luttaient. La tragédie commença par un simple claquement métallique. Un jeune privé US, aveuglé par la sueur et l'inclinaison descendante de son lourd casque M1, ne vit pas une branche basse d'acajou. En se baissant pour éviter une liane, le bord évasé de son pot d'acier heurta le bois dur avec la résonance d'un marteau sur une enclume. Dans le silence pré-aube, le son porta comme un coup de feu. Instantanément, la jungle explosa. Les Viet Cong, qui suivaient la colonne américaine bruyante, utilisèrent ce bruit comme signal. Un nid de mitrailleuses cachées ouvrit le feu, se focalisant sur l'emplacement exact du choc métallique. « À couvert !» hurla un sergent, mais le chaos était déjà installé. Dans la ruée frénétique pour se cacher, les défauts du M1 devinrent fatals. Tandis que le privé plongeait dans un fossé, le poids du casque, déséquilibré par l'impact, glissa en avant. La sangle de menton claqua contre sa gorge. Pendant 3 secondes critiques, le soldat fut aveugle, sa vision bloquée par le bord d'acier de sa propre protection. En combat, 3 secondes sont une éternité. Il lutta pour repousser le casque, mais une rafale d'AK-47 le trouva avant qu'il ne recouvre la vue. Depuis leur flanc, l'équipe SAS assista au désastre. Ils étaient aussi sous le feu, mais leur expérience était totalement différente. Sans casque pour glisser sur leurs yeux, leur vision resta large et claire. Ils voyaient les éclairs de bouche dans la ligne d'arbres avec une périphérie sans obstacle. « Cible à 10 heures !» cria McNeil, non par radio, mais d'une voix qui entendait son propre écho. Les Australiens répondirent avec une férocité à bout portant que seuls des soldats sans entrave peuvent déployer. Parce qu'ils ne luttaient pas contre le poids sur leur tête, ils pouvaient rouler, pivoter et riposter depuis des angles bas et inconfortables.
Ils restèrent plaqués au sol, oreilles contre la terre, pour entendre les déplacements des attaquants WC. Tandis que les Américains étaient cloués, combattant autant leur équipement que l'ennemi, le SAS se déplaça comme des fantômes dans l'herbe, contournant la mitrailleuse et la réduisant au silence avec une volée de grenades. Quand la fumée se dissipa, la leçon était gravée dans le sang. Le casque censé sauver le privé avait au contraire révélé sa position, l'aveuglé au moment du contact et restreint ses mouvements quand il en avait le plus besoin. Il n'avait pas été tué parce que le casque n'avait pas arrêté une balle. Il l'avait été parce que le casque avait invité la balle à le trouver. Au moment où la guerre du Vietnam atteignit sa conclusion compliquée, l'image du soldat avait subi une transformation discrète mais radicale. L'ère du pot d'acier s'estompait, remplacée par une philosophie née dans les ombres humides et sanglantes de Phuoc Tuy. Le SASR australien avait démontré que dans le monde des opérations spéciales à haut risque, la plus grande forme de protection n'était pas l'épaisseur de l'armure, mais la netteté des sens. La politique sans casque, autrefois vue par les commandants conventionnels comme une excentricité australienne imprudente, devint un pilier fondateur pour les forces d'élite mondiales. Les Américains, toujours apprenant des leçons durement acquises, intégrèrent les expériences tragiques de leurs LRRP et SEAL. À la fin des années 1970 et au début des 1980, le M1 rigide et privant les sens fut progressivement remplacé par le PASGT, Personnel Armor System for Ground Troops, utilisant du Kevlar pour réduire le poids et offrant un profil plus bas pour une meilleure audition. Cependant, les vrais héritiers de la philosophie SAS sont les casques High Cut modernes, utilisés par les opérateurs de niveau 1 aujourd'hui. Ces systèmes présentent d'importantes découpes autour des oreilles, conçus pour accueillir des casques de communication avancés et, plus important, pour garantir que l'audition naturelle du soldat reste libre. L'armée avait enfin admis ce que le SAS savait en 1967. Un soldat qui ne peut entendre est un soldat qui ne peut survivre. L'héritage du chapeau Gigi et de la bande de sueur perdure dans la mentalité prédatrice des forces spéciales modernes. Les opérateurs d'aujourd'hui optent souvent pour des chapeaux bounis souples lors de reconnaissance à longue portée, priorisant la disruption de leur silhouette et le confort nécessaire pour une vigilance à long terme sur la lourde protection balistique d'un casque. Ils ont adopté le mantra australien que la mobilité et l'information sont l'armure ultime. Tandis que les vétérans du SAS repensent à leur temps dans le triangle de fer, ils ne se souviennent pas des casques qu'ils n'ont pas portés. Ils se rappellent les sons qu'ils ont entendus, le clic d'un cran de sûreté lointain, le silence anormal des oiseaux et le pas doux d'un fantôme dans l'herbe. Ils se souviennent qu'en abandonnant l'acier, ils ne s'étaient pas rendus vulnérables, ils s'étaient rendus suprêmes. L'histoire du casque au Vietnam reste une allégorie puissante pour l'évolution de la guerre. Elle marque la transition de la mentalité défensive de l'ère industrielle à la mentalité prédatrice de l'ère moderne. Elle rappelle que dans tout conflit, l'arme la plus létale n'est jamais l'équipement sur la tête d'un soldat, mais les sens aiguisés et l'esprit discipliné à l'intérieur. Le SAS était entré dans la jungle comme des parias pour leur minimalisme, mais ils en émergèrent comme les architectes d'une nouvelle façon de faire la guerre. Ils prouvèrent que parfois, la chose la plus courageuse qu'un soldat puisse faire est d'enlever son armure, de se tenir dans le silence et simplement d'écouter la forêt respirer.